Salut à toutes et tous. Petit speech pas très marrant. Merci pour le lancement. Non, c'est vrai que c'est la situation internationale qui marque toute une partie de l'actualité aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans le cadre de ces rencontres d'été révolutionnaires, on peut prendre un peu le temps de souffler. C'est vrai que l'été, c'est quand même se déroule en ce moment et c'est l'occasion pour beaucoup de travailleurs, de travailleuses de prendre peut-être un peu de repos, de se changer un petit peu la tête. Bon, d'ailleurs, il y a quand même eu les Jeux Olympiques, hein, donc c'était l'occasion de quand même tout oublier de cette actualité internationale d'après les organisateurs. Même Macron nous y invitait. Hein, il avait déclaré, alors je sais pas, vous avez peut-être vu passer ça parce que c'était un petit peu gros quand même toute son opération politicienne, mais il a dit nous avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Bon, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, je me suis dit qu'on allait bientôt débuter le socialisme dans un seul pays à ce rythme-là. Bon, mais blague à part, c'est vrai que pour nous révolutionnaires, malgré ces belles envolées lyriques, on n'abandonnera jamais l'idée, même en plein milieu de la trêve olympique, de l'impérieuse nécessité d'en finir avec la barbarie capitaliste. Bon. Il y a 1 an, à nos premières RER, vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui étaient là, j'intervenais déjà pour décrire la situation du front de la guerre en Ukraine, qui ne bougeait déjà plus à l'époque depuis quelques mois et qui s'était stabilisé sur toute une ligne entre la Russie et l'Ukraine. Et la seule évolution en fait depuis 1 an, bah c'est pas le front, c'est simplement le nombre de morts et le nombre de blessés. Alors côté russe, on n'a toujours aucun chiffre officiel donné par le régime. Il y a des estimations qui vont jusqu'à 500 000 morts et blessés dans la presse qui sont données. Et côté ukrainien, il y a Zelensky en début d'année, là au mois de février, si mes souvenirs sont bons, qui donnait le bilan officiel, donc sans doute sous-estimé, de 30 000 soldats ukrainiens tués. Bon, une petite barbarie qui massacre par paquet de mille comme la guerre nous y habitue. Et ça fait maintenant donc 2 ans que la Russie contrôle toute la partie sud-est du pays et qu'elle entend affermir sa position, sa mainmise notamment dans la région du Donetsk. La guerre d'annexion impérialiste de Poutine, bon bah résultat des courses, depuis ces plus de 2 ans et demi, elle n'a eu pour l'instant en tout cas pour résultat de ne déplacer les frontières que de quelques dizaines de kilomètres dans cette région du monde. Et depuis quelques jours, côté ukrainien, du côté de cette armée et de ses alliés du monde capitaliste occidental, bah, il se présente un peu fanfaronnant comme ayant remporté un grand succès militaire qui va tout changer. Je parle évidemment de la prise d'à peu près 1500 km² du territoire russe dans la région autour de la ville de Koursk. Alors comme toujours dans ces cas-là, quand il y a une opération militaire de cette envergure, bah, c'est les populations pauvres et les habitants qui en font les frais. Côté russe, dans cette région justement autour de la ville de Koursk, bah on a vu soudainement le désespoir, les gens qui étaient soumis à la merci des bombes qui s'abattaient d'un coup d'un seul sur leur maison, la menace des chars qui déboulaient, les morts, les blessés, les enfants, encore une fois par paquet de 10, les maisons détruites et puis le sauve-qui-peut général qui a conduit depuis donc cette invasion de l'Ukraine en territoire russe à l'exode de 121 000 personnes sur place qui viennent donc s'ajouter aux plus de 8 millions de déplacés et de réfugiés que cette guerre elle a déjà créé en plus des morts et des blessés. Alors, quelle place cette offensive de l'armée ukrainienne, elle va occuper dans la situation? Est-ce qu'on a affaire à un tournant, comme on nous le présente dans les médias, dans la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine, sachant que, comme c'est rappelé, la Russie n'a pas connu d'occupation, d'installation d'une armée étrangère sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça commence à remonter. Est-ce que ça va créer une situation intérieure en Russie un peu nouvelle, où Poutine finirait par en faire les frais, parce que la colère, quand même, en Russie face à sa sale guerre, bah elle existe, même si c'est vrai qu'elle a quand même bien du mal à s'exprimer dans cette dictature féroce. Bon, évidemment, pour nous, c'est impossible de répondre avec certitude à toutes ces questions-là, c'est les développements de la situation, et on a peu la main, évidemment, sur tout ça. Mais l'ironie macabre qu'on tient à souligner dans cette histoire, c'est que cette attaque qui a été menée au nom de la liberté du peuple ukrainien, eh bien en définitive, elle n'ouvrira sans doute aucune perspective positive pour le peuple ukrainien lui-même. On a déjà plusieurs experts de plateau, mais aussi parfois bien renseignés, qui nous expliquent qu'en fait,
il s'agit pas pour Zelensky de contrôler littéralement la région. Non, en fait, la région autour de Koursk et l'invasion telle qu'elle pourrait continuer à se dérouler, ça serait en fait l'établissement d'un nouveau rapport de force dans le cadre des négociations qui se mènent entre Russes et Ukrainiens sur l'issue à donner à la guerre. Des négociations secrètes, au contenu caché, évidemment, et avec les parrains les plus pourris que le monde actuel est capable de produire. Il faut dire que la situation sur place l'est quand même pas mal. Alors c'était le Qatar, il y a quelques temps, qui avait essayé de les accueillir sur son sol. Et puis là, depuis quelques jours, c'est Narendra Modi, qui est le nouveau parrain de la paix en Ukraine, donc le président indien, qui donc s'est rendu là depuis quelques jours sur place en Ukraine et se voulait donc le faiseur du rétablissement de la paix dans cette région. Alors il n'a pas besoin d'introduction, en tout cas j'imagine pas ici, ce grand faiseur de paix dans son propre pays, un président d'extrême droite, raciste, qui sème la répression à tout va contre tous les mouvements sociaux. On peut dire que ça inspire quand même la confiance dans l'évolution de la situation sur place. Alors pourquoi Narendra Modi quand même se balade comme ça jusqu'en Ukraine, dont le pays, lui qui entretient des liens privilégiés quand même avec la Russie depuis maintenant un paquet d'années, mais qui soigne aussi de l'autre ses relations avec le monde impérialiste occidental. Pourquoi ? Pour trouver aussi des leviers de ce côté-là, du côté du monde occidental, dans la compétition qu'il oppose lui, son pays, à la Chine en Asie du Sud. Voilà un petit peu, en quelques mots, le tableau du jeu d'échecs qui se joue dans la guerre russo-ukrainienne. Et les maîtres du monde, que sont les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, dont la France et l'Union européenne, ils y trouvent évidemment parfaitement leur intérêt. Washington, d'ailleurs, a déclaré, suite à la visite de Modi ces derniers jours, que sa visite était utile, je cite, pour résoudre le conflit. Ces dirigeants du monde impérialiste qui ont bien savamment dosé leur soutien à l'Ukraine. Ni trop peu, pour qu'évidemment cette armée puisse leur servir de supplétif dans la défense de leur zone d'influence, mais ni trop non plus. Pour pas non plus ébranler la domination de Poutine en Russie, même tant, ce Poutine reste quand même, pour l'instant, un des gardiens de l'ordre capitaliste dans cette région. Alors évidemment, quand vous avez un peu, ce grand rassemblement de faiseurs de paix, il n'y a pas besoin d'être un grand génie de la politique pour comprendre que le sort des peuples, qu'ils soient ukrainiens, russes ou de quelconque nationalité, ça pèse pas un gramme dans toutes ces négociations, calculs diplomatiques, qu'ils soient diplomatiques ou directement par la force des armes. Alors c'est un peu cette situation auquel on fait face, que je décris dans son actualité récente, mais qui, il faut bien le dire, est pas tout à fait nouvelle pour nous, depuis quelques temps maintenant. Et face à ça, depuis le début, on y a opposé un certain nombre de mots d'ordre politiques pour essayer de discuter d'une politique pour les travailleurs. On dit toujours qu'il faut que les troupes russes se retirent d'Ukraine, qu'il faut que le peuple ukrainien puisse décider de son sort, et qu'il faut que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, ils quittent le terrain de l'Europe orientale, d'ailleurs du reste du monde aussi, autant qu'à faire, et ils cessent d'aider les profits des manias capitalistes, que ce soit ceux qui vendent des armes ou ceux qui ont déjà les yeux rivés sur le petit marché de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Voilà un peu les mots d'ordre qu'on a essayé de développer. Mais on a eu aussi un problème, et nos RER, c'est aussi l'occasion de discuter des problèmes politiques auxquels on a fait face dans notre intervention. Parce que c'est vrai qu'en France, alors, il y a eu une espèce de petite contradiction. Il y a eu sans doute bien peu de travailleurs qui ont cédé aux sirènes bellicistes de Macron et à son union nationale, tous au pas pour aller libérer le peuple ukrainien. Mais c'est pas pour autant qu'ils avaient tellement envie de mettre leur nez dans cette affaire-là et qui s'intéressaient particulièrement non plus au sort de ce peuple ukrainien. Bien peu sans doute étaient pour la guerre, mais souvent c'était quand même plus sur un terrain pacifiste que ces sentiments-là s'exprimaient, voire même parfois un peu nationaliste, comme si ce qui se passait en Ukraine ou là-bas, ça devait quand même pas trop être notre affaire. En fait, au fond, ce que je tiens un peu à discuter là, c'est qu'on n'a pas tellement réussi à trouver un écho chez les travailleurs pour faire vivre un internationalisme positif, qui ne se soucie pas simplement de la paix, mais de la justice pour les peuples de cette région. C'est un problème qu'on a pu rencontrer à cette occasion-là, pas forcément sur toutes les questions, mais c'est un problème important. Parce que si ce conflit, c'est pas encore la Troisième Guerre mondiale, il porte en lui la logique profonde des rivalités du monde impérialiste et capitaliste qui conduisent évidemment à la menace de la guerre généralisée. Alors, impossible évidemment de dresser en quelques mots le tableau de la situation internationale sans parler de la guerre à Gaza qui a continué durant tout l'été.
La situation sur place, à nouveau, je me permets de la décrire en quelques mots dans son actualité la plus immédiate, même si les développements ne font qu'empirer, c'est que 85% de la population, pour ceux, en tout cas, qui sont encore en vie, est sous le coup d'un ordre d'évacuation. Et la plupart, évidemment, ne savent pas où aller. La plupart, d'ailleurs, sont affamés. La plupart, d'ailleurs, ne peuvent pas simplement boire, puisque les sources d'eau ont été empoisonnées. Et puis c'est le retour littéralement au Moyen-Âge, avec la polio, une maladie mortelle qui était littéralement éradiquée depuis des dizaines d'années de la région, qui fait son retour tant il y a un effondrement complet du système sanitaire sur place. Alors face à cette situation de génocide, de barbarie humaine totale, les institutions internationales, l'ONU et d'autres, évidemment, ne restent pas sans rien dire. Ils appellent à un cessez-le-feu depuis des mois maintenant. Des mois maintenant, et la situation ne change pas. Autant dire qu'ils pissent littéralement dans un violon. Parce que c'est pas le choix de l'État d'Israël. Certainement pas. C'est d'ailleurs l'exact inverse qu'ils ont cherché à démontrer dans les événements récents qu'on a connus. Ils ont été assassinés, l'un des leaders du Hamas, pour envoyer en fait un message extrêmement clair en Iran qu'ils n'avaient pas l'intention de négocier. Et en retour, l'Iran a promis de frapper directement Israël de représailles. Et du coup, en retour, en réponse à la menace iranienne, les États-Unis ont envoyé immédiatement l'envoi des navires de guerre et des avions de chasse supplémentaires dans la région. En bref, un scénario, une logique infernale où les engrenages se mettent en mouvement et qui pourrait, là encore, conduire à un scénario de guerre régionale d'ampleur. Et puis pendant ce temps-là, vous avez Kamala Harris, nouvelle candidate des démocrates à la Maison-Blanche aux États-Unis, qui se permet de proclamer dans le grand show qu'était la convention démocrate du week-end dernier, qu'elle était évidemment attachée à l'autodétermination du peuple palestinien. Et franchement, je vous le dis comme je le pense, ça m'a vraiment donné envie de vomir, parce que c'est vrai que parfois les déclarations politiciennes, bon, ça nous fait marrer, voilà, on les prend pour des cons ou quoi, mais là, il y a un peuple qui se fait exterminer en fait, et ça reste quand même l'enjeu de petites polémiques, de petites phrases dans une présidentielle qui se déroule à plus de centaines de milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, et où son sort est véritablement décidé. Parce que, au contraire de l'autodétermination du peuple palestinien, soi-disant par Kamala Harris, ce qui se passe, c'est que les États-Unis viennent pas plus tard qu'il y a quelques jours d'augmenter leur vente de 20 milliards de dollars à l'État d'Israël. Et l'impérialisme américain, il a certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, d'affaiblir cet État d'Israël d'une quelconque manière, parce que au fond, ils ont besoin de ça pour maintenir leur domination politique. Et c'est pas la présence d'un régime d'extrême droite génocidaire à la tête de ce pays qui va échanger quoi que ce soit, parce que des dictateurs sanguinaires dans la région, ils en ont connu et soutenu et mis en place un sacré paquet, et que le Moyen-Orient, il compte bien continuer à le contrôler. Alors là aussi, et c'est ce qu'on a dit tout au long de l'année, pas d'autre issue pour le peuple palestinien, comme pour tous les peuples de la région, y compris d'ailleurs pour les exploités qui vivent en Israël, que de renverser cette domination capitaliste et impérialiste pour pouvoir un jour vivre en paix et en harmonie. Alors pour conclure en quelques minutes, c'est vrai que cette dénonciation de l'état du monde, parce que quand on ouvre les yeux sur ce qui se passe, que faire d'autre que de le dénoncer, cette dénonciation de l'état du monde, on n'est pas les seuls à la faire. À leur manière, il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de jeunes qui en sont conscients et qui se disent que clairement on vit dans un monde de merde et que c'est pas prêt de s'améliorer. Mais souvent, on se heurte un peu à une réflexion un peu immédiate qui est: mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce qui se passe? Et alors, du coup, certains se recroquevillent un petit peu dans leur bulle, dans leur carapace. Et puis il y a tout un tas de logiques politiques qui, partant de là, mènent jusqu'au vote en fait pour l'extrême droite, dont la démagogie promet la sécurité ici, en se protégeant du bordel qu'il y aurait là-bas, quitte à laisser crever la moitié de la planète au passage, dont ceux qui arrivent à fuir ces pays-là pour vivre parmi les prolétaires ici. Et tout ça, en fait, ça a un fond commun. Une confusion politique et surtout une démoralisation importante de notre classe qui conduit en fait à penser qu'on ne peut pas prendre le problème à la racine, c'est-à-dire se débarrasser du capitalisme. Alors nous, on y oppose quoi? On y oppose un programme communiste et internationaliste, évidemment. Un truc qui n'est pas tout ficelé de A à Z, mais qui a une certaine cohérence pour permettre d'offrir une perspective politique. Mais évidemment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le problème de fond, c'est la confiance de notre classe dans sa capacité à faire réellement changer les choses. Et c'est pour ça, et je le dis quand même à la tribune de ce meeting, que de ce point de vue-là, nous pensons qu'il est stupide d'opposer les questions sociales, comme la lutte pour les salaires ou pour nos retraites,
à la lutte contre l'éventuelle prochaine guerre mondiale. Pas juste parce que, comme on aime à le dire en tant que militant, que tout serait dans tout et inversement parce que tout est politique. Pas juste pour cette question-là, mais parce que c'est le même fond de démoralisation politique lié aux défaites sur la question des retraites ou autres questions qui rend peu crédibles les perspectives internationalistes et révolutionnaires à une échelle large. Et de ce point de vue-là, on ne cherche pas à décréter par avance quels sont les combats qui peuvent nourrir et servir de point d'appui pour reconstruire une conscience de classe. Le problème est tout autre, c'est d'intervenir politiquement pour tirer le meilleur de chaque situation, permettre aux travailleurs conscients de s'orienter. D'autant qu'il y a toujours des choses à faire. Des choses à faire pour exprimer notre colère, notre solidarité, comme à l'occasion des manifs Palestine qui ont jalonné toute l'année et qui, on l'espère, continueront à la rentrée. Mais aussi et surtout dans des occasions où la lutte des classes, elle permet de mettre à l'ordre du jour des solutions radicales. Quand des centaines d'exploités touchent du doigt qu'il ne s'agit pas de tel ou tel événement ou réforme, mais qu'il s'agit de la structure même de la société capitaliste. C'est-à-dire de retirer le pouvoir aux capitalistes pour le prendre nous et réorganiser toute la société. Il y en a plein en fait des occasions comme ça. L'actualité à CRER, bah oui, c'est le Bangladesh qu'évoquait la copine juste avant moi. Et à chaque fois en fait on retrouve les mêmes questions qui s'incrustent dans toutes ces grandes secousses sociales. Comment éviter les pièges du ravalement de façade, de la constituante qui va changer les institutions mais rien changer au fond. Comment on évite le piège du changement de gouvernement, du politicien réformateur de gauche. Comment on fait pour, autrement dit, ne pas se retrouver à la remorque politique d'autres forces sociales. Alors évidemment, nous, notre solution à ça, pour résoudre ces questions, c'est d'opposer au monde actuel, donc non seulement un programme, mais aussi la perspective d'un parti mondial de la révolution. Ce parti, évidemment, on ne l'est pas à nous tout seuls, certainement pas comme nous sommes aujourd'hui, mais on le tient à le dire, et je serai sans doute pas le dernier à ce meeting ce soir, qu'on est fiers de construire une nouvelle organisation, le NPA révolutionnaire, qui déjà a su, en quelques temps d'existence, être présent sur la scène politique, à l'occasion des campagnes électorales, être présent comme une organisation nationale, militante, capable de s'adresser à des milieux de travailleurs, même si, il faut bien le dire, ils votent pas encore tout à fait pour nous. Et pour vous le dire, la construction de cette nouvelle organisation, moi, comment je le vois, c'est qu'en fait, on est qu'au tout début du chemin. Je me fais une barre de chargement dans la tête, on est qu'à 10%, quoi, grosso modo. Et pour ça, on aura besoin de se développer dans les régions, numériquement. Ça sera une affaire, évidemment, de développement numérique, mais ça ne sera pas que ça. Ça sera une affaire, évidemment, d'implantation dans la classe ouvrière, mais ça ne sera pas que ça. Parce que ce sera surtout une affaire d'audience et une affaire de crédibilité à gagner auprès de franges les plus larges possibles du prolétariat. Autrement dit, et ce sera mon dernier mot, ce qu'on veut, c'est se faire une réputation aux yeux de dizaines de milliers de prolétaires de ce pays pour faire briller les yeux des opprimés. Et cette réputation, on la gagnera surtout par notre intervention sur le terrain de la lutte des classes. Alors de ce point de vue-là, c'est sûr qu'on a du pain sur la planche, parce qu'on regarde la réalité en face et on est conscient d'une certaine forme de marginalité aujourd'hui. Mais on a du pain sur la planche parce qu'on est conscient pas simplement de notre marginalité, mais aussi et peut-être surtout de nos responsabilités. Merci à vous.